Dans cette conférence, les intervenants discutent de la question de savoir à quel âge nous mourrons vraiment. Ils soulignent l'importance de conserver notre propre point de vue et de ne pas accepter les idées des autres sans réflexion. Ils racontent également des expériences personnelles liées à la mort, telles que des crevaisons de vélo qui ont empêché leur départ. Ils affirment que la mort n'est pas une disparition ou une désintégration, mais plutôt un état d'inconscience. Lorsque le corps meurt, l'être humain se retrouve dans le monde de la mort, où il subit une purification avant de se réincarner dans un autre corps. Il conclut en soulignant que c'est le corps physique qui attire l'entité qui va s'incarner, et non l'inverse. Ce texte aborde plusieurs concepts liés à la croissance et à la conscience humaine. L'auteur affirme que tout au long de notre vie, nous attirons des mémoires réincarnationnelles, ce qui signifie que nous nous réincarnons continuellement. Il considère que la période d'inconscience est ce qu'il appelle la mort. Selon lui, la plupart des personnes sur Terre sont des âmes mortes, c'est-à-dire qu'elles sont inconscientes de leur présence et de leurs actions. Il affirme que tous les êtres humains aspirent à la paix, à l'harmonie, à la sécurité et à l'abondance, mais que souvent nous sommes trop centrés sur nous-mêmes pour y parvenir. L'auteur suggère qu'il est possible de réincarner une partie de notre être adolescent et de la reconnaître en recherchant les qualités joyeuses et ludiques de notre enfance. Il mentionne également que l'évolution de la conscience humaine peut être linéaire, mais qu'elle peut être perturbée si l'individu est constamment harcelé. En résumé, ce texte explore l'idée de la réincarnation et de la croissance de la conscience humaine, suggérant que nous avons la possibilité de réincarner certaines parties de nous-mêmes et d'évoluer vers une conscience plus élevée. Dans cette discussion, les participants discutent de l'enfance et de l'adolescence, en se concentrant sur la manière dont ces périodes de la vie peuvent influencer la façon dont nous nous comportons en tant qu'adultes. Ils évoquent également la question de la réincarnation et de comment les expériences de l'enfance peuvent affecter notre comportement et nos relations avec les autres. Ils abordent la notion des agonies durant l'adolescence, où l'individu peut ressentir un combat intérieur entre l'enfant en lui qui souhaite vivre pleinement et une énergie négative qui veut le détruire. Ils soulignent l'importance de comprendre les mécanismes intérieurs qui influencent nos pensées et actions afin de mieux se comprendre et s'épanouir en tant qu'être humain. La digestion est une fonction essentielle du corps humain. La sécrétion des hormones est également importante pour le fonctionnement du corps. La ménopause chez les femmes peut entraîner des bouleversements physiques et psychologiques dus à la diminution des hormones. Ces entités, qui sont des mémoires d'expériences humaines, peuvent influencer le corps et l'individu. L'enfant traverse également des changements hormonaux à mesure qu'il grandit, ce qui peut entraîner des réactions nouvelles et une difficulté à se reconnaître. Les entités peuvent se servir du corps de l'enfant pour s'exprimer et se réincarner. La résistance à ces entités dépend de l'amour de soi et de la centricité de l'individu. Le corps humain est un lecteur de mémoire et peut enregistrer et restituer des souvenirs. Cependant, les mémoires d'adultes peuvent parfois être destructrices pour l'enfant. En résumé, l'adulte est celui qui domine et qui décide de la guerre, de la punition, de l'invention des drogues, etc. La société cherche à éliminer l'enfant en lui fournissant un excès de sucre afin de fragiliser son corps et de le rendre vulnérable à l'adolescence. On demande aux enfants d'agir comme des adultes, mais en même temps, on leur reproche de ne pas agir en tant qu'enfants. Les adultes sont souvent obsédés par des comportements immatures, comme la sexualisation des autres. On cherche à éliminer l'enfant en lui imposant des mémoires d'adultes, afin de remplacer sa naïveté par des stéréotypes. L'enfant accumule de l'expérience tout au long de sa vie, ce qui lui permettrait de mieux gérer la planète que l'adulte, qui est figé dans des stéréotypes. L'enfant est toujours présent pour gérer les mécanismes de la vie, tandis que l'adulte est mort. Les enfants trouvent souvent ridicules certaines habitudes observées chez les adultes, mais peuvent finir par adopter ces mêmes habitudes en grandissant. À un moment donné, le jeune se perd dans une phase aléatoire de vie, perdant son identité et ses désirs passés. Cette candeur et simplicité caractéristiques de l'enfance sont rarement retrouvées chez les adultes, mais peuvent être présentes chez certaines personnes plus âgées, les grandes personnes. L'idée principale de ce texte est que les adultes ont tendance à tuer l'enfant en eux, tandis que les enfants gardent une certaine pureté et une capacité à gérer des choses avec un certain plaisir. L'auteur fait référence au fait que les adultes ont peur de cette pureté et essaient de l'éclipser en voulant ressembler à des adultes. Il mentionne également que les femmes sont souvent jugées en fonction de leur sexualité et de leur apparence, les hommes ayant souvent besoin d'avoir quelque chose de sexuel. L'auteur relate une expérience personnelle traumatisante, dans laquelle il a été habillé en fille par sa mère à l'âge de 5 ans,
ce qui a laissé des traces. L'auteur aborde également le processus de l'adolescence, où les changements physiques et hormonaux peuvent entraîner une confusion identitaire. Certains individus restent des enfants dans des corps de grandes personnes, tandis que d'autres parviennent à passer cette étape. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de préserver une part d'enfance en nous et de comprendre que les enfants ont leurs propres secrets, frustrations et maladies qui doivent être respectés. Le texte parle de la différence entre les adultes et les jeunes en termes d'expérience et de comportement. L'adulte est critiqué pour sa destruction de ce qu'il a construit, tandis que le jeune est vu comme plus ouvert d'esprit et capable de réveiller les souvenirs de jeunesse des adultes. L'auteur souligne également l'impact de la violence à la télévision sur les jeunes et remet en question les opinions des spécialistes adultes à ce sujet. Il mentionne également le manque de rire chez les adultes par rapport aux enfants. En résumé, le texte explore les différences entre les adultes et les jeunes en relation avec l'expérience, les comportements et les perceptions. Selon cette synthèse, l'auteur exprime son point de vue sur le fait de ne plus être un enfant. Il affirme que les enfants sont considérés comme des imbéciles qui utilisent facilement la technologie et que les adultes se retrouvent souvent à leur service. Il évoque également le fait que les enfants sont exposés à une mauvaise alimentation, notamment à travers la consommation de produits sucrés. L'auteur critique le comportement des adultes qui se prennent trop au sérieux et qui empêchent les enfants de rester des enfants le plus longtemps possible. Il mentionne également l'importance de reconnaître ses limites et d'éduquer les jeunes de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle, afin de favoriser le développement de leur intelligence. Le locuteur exprime le désir de redevenir un enfant, mais il reconnaît qu'étant adulte, cela ne peut pas se produire physiquement. Il aborde la question de l'identité et de la façon dont la société valorise souvent l'enfance, mais stigmatise les comportements enfantins chez les adultes. Il souligne le fait que reconnaître et observer ses propres désirs et besoins est essentiel pour retrouver son identité véritable. Il explique que l'adulte qui reste connecté à son enfant intérieur peut éviter la souffrance causée par la suppression de cette part de soi. En comprenant les mécanismes en jeu, il est possible de se réincarner dans un corps adulte tout en conservant la jeunesse intérieure. L'importance de retrouver son identité plutôt que de chercher une personnalité est soulignée, en insistant sur le fait que la beauté est bien plus qu'une apparence extérieure. Le texte soulève la question de l'identité et de la personnalité à travers le prisme de l'évolution de l'enfant et de l'adolescent. Elle critique la pression sociale pour se conformer à des standards externes et l'importance accordée à l'apparence au détriment de l'identité profonde. L'auteur affirme que les mécanismes sociaux et culturels tendent à détruire l'identité de l'enfant, le poussant à rechercher une personnalité conforme aux normes établies. Il suggère qu'il serait plus facile pour chaque individu de retrouver et d'accepter son identité véritable plutôt que de chercher à s'identifier à des modèles extérieurs. R parle aussi de sa propre expérience de développement de différentes personnalités au fil du temps et exprime le désir de s'en débarrasser afin de retrouver son identité authentique. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de rester connecté à son identité véritable dès l'enfance pour éviter des problèmes d'authenticité dans le futur. Il est important de réapprendre à s'aimer, à s'identifier, mais pas seulement au travers des mots. Il faut prendre le temps de se demander qui on est réellement. Cette recherche d'identité peut prendre du temps, car nous avons souvent construit notre personnalité au fil des années. Il faut apprendre à distinguer ce qui nous appartient vraiment, ce qui est authentique. Une bonne façon de commencer est de se demander ce que l'on trouve beau, esthétiquement parlant. L'esthétisme est une clé pour nous guider dans notre processus de conscience de soi. L'esthétisme ne se réduit pas à l'apparence physique, mais englobe tout ce qui est beau. Par exemple, dans une situation comme la vente d'une maison où des personnes âgées sont concernées, il est important de considérer l'esthétique de l'action. Est-ce esthétique de les mettre dehors après qu'ils y aient vécu pendant des décennies ? Il est possible de trouver des solutions qui respectent à la fois les besoins des uns et des autres. L'esthétisme nous pousse à faire des efforts, à chercher des solutions respectueuses et intelligentes. Il ne s'agit pas non plus de se laisser influencer par les autres tout le temps. Il est important de trouver un équilibre entre notre propre estime de soi et notre relation aux autres. L'esthétisme nous aide à nous sentir en sécurité et à avoir confiance en nous-mêmes. Il s'agit d'une assurance humaine qui nous permet de vivre en paix. L'esthétisme est également présent dans le respect et l'intelligence. Lorsque nous exprimons du respect et de l'intelligence, nous sommes dans l'esthétique. Par exemple, dans l'éducation des enfants, viser l'esthétisme revient à créer une relation harmonieuse et équilibrée.
On évite les comportements qui ne sont pas esthétiques, comme débarquer un enfant lorsqu'il nous grimpe sur le dos. Il faut donc se demander ce que l'on trouve beau chez les autres, dans leur manière de parler, de bouger, de se comporter, de regarder, etc. Dans cette conversation, il est question de la beauté, en particulier chez les jeunes. L'interlocuteur insiste sur le fait que ce qui est beau est souvent lié à la jeunesse, mais pas à ceux qui essaient de se comporter comme des adultes. Il explique que la beauté réside dans ce qui émane des yeux et dans l'attitude d'être soi-même. Il souligne que la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence physique, mais aussi dans la façon d'être et de se sentir bien. Il mentionne que certains jeunes peuvent être beaux même s'ils ne sont pas physiquement parfaits, tandis que certains adultes peuvent être beaux malgré leur apparence physique. La discussion aborde également la crise d'adolescence et le fait que ceux qui ne l'ont pas vécu sont considérés comme morts. L'interlocuteur explique que sa propre crise d'adolescence a été marquée par des expériences spirituelles qui l'ont fait grandir rapidement. Finalement, il est suggéré qu'il est important d'étudier les causes et les influences qui peuvent conduire à différentes formes de crise d'adolescence. Le corps physique détermine ce que l'on incarne, que ce soit la forme extérieure ou intérieure. Certains n'ont pas de corps physique pour courtiser, tandis que d'autres ont plus de succès dans ce domaine. Le corps est un problème, que l'on soit enfant ou adulte. Lorsque l'on meurt, on ne disparaît pas complètement, mais on entre dans un sommeil profond qui peut se réveiller. Les adultes peuvent être touchés par des films avec des jeunes car cela ramène leur jeunesse. Cependant, il y a une guerre intérieure lorsqu'on cherche à renaître, car on est constamment manipulé par des désirs extérieurs. L'adolescence est une période de crise où l'enfant doit trouver sa place et se transforme en adulte. La société contribue à adoucir cette crise et la plupart des gens récupèrent une certaine sagesse, mais l'enfant en nous est altéré, voire mort. Il est important, dans notre conscience, de zapper ces influences extérieures et de trouver les aspects positifs de nous-mêmes. Il est dit que s'aimer est interdit, car si on commence à s'aimer réellement, on renaît. Il n'est pas question de s'enfermer dans le monde astral, mais c'est ce qu'il faut faire. Si je suis capable d'aimer des choses chez une personne et qu'elle n'est pas capable de m'aimer en retour, je dois admettre que quelque chose ne va pas chez moi. Il faut chercher à aimer les aspects positifs de soi-même. Trouver quelque chose de beau chez quelqu'un d'autre signifie que l'on possède la capacité de reconnaître cette beauté, sinon c'est le reflet de notre propre intérieur. Les êtres beaux reconnaissent la beauté, tout comme les êtres intelligents reconnaissent l'intelligence.